Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier en compagnie de Claude Lafleur et Laurent Runigo, et aujourd'hui nous allons vous raconter une histoire pour le moins unique, celle de la fusée Ariane, une histoire qui s'étend sur plus de 60 ans déjà, Claude. En effet, Ariane, c'est bien entendu la fusée conçue par l'Europe pour lancer ses propres satellites et aussi pour s'insérer dans le marché international des lancements commerciaux. Mais Ariane, c'est beaucoup plus que cela. C'est avant tout une histoire pleine de rebondissements qui illustre à merveille le fait que, dans le domaine spatial, rien n'est jamais ni simple, ni facile, ni acquis. Bien que le premier tir de cette fusée soit survenu en 1979, ses origines remontent quasiment au premier Spoutnik d'octobre 1957. De ce fait, son histoire témoigne du désir de l'Europe de se construire, tant au plan politique, technologique qu'industriel, 3 défis de taille. Ariane est aussi née du fait que les États-Unis ont tenté d'empêcher l'Europe de se doter de son propre système de communication, les Américains voulant se réserver le lucratif marché des satellites de communication placés sur orbite géostationnaire. Par la suite, cette fusée a évolué afin de livrer bataille à la navette spatiale, ce camion de l'espace conçu par les Américains pour s'accaparer tous les marchés commerciaux liés à l'espace. Mais sans cesse, la bataille de l'espace n'est jamais gagnée, comme en témoignent les déboires subis par la valeureuse fusée européenne suite à l'entrée en service des Falcon 9 de SpaceX, fusée qui s'est emparée de l'essentiel des lancements commerciaux. Et voilà que la plus récente version d'Ariane, Ariane 6, devra non seulement livrer compétition au Falcon 9, mais également aux nouveaux lanceurs américains, indiens, japonais et peut-être même chinois. Et comme on en verra, à vaincre sans péril, au triomphe sans gloire, c'est là l'intense défi que relève sans cesse le valeureux lanceur européen. Diamant, les origines troubles d'Ariane. L'histoire d'Ariane prend racine au début de la course à l'espace entre Américains et Soviétiques, Claude. Effectivement, dès le départ, comme on l'a souvent raconté, il s'agissait d'une course non seulement de prestige, mais également stratégique. C'est-à-dire que laquelle des deux superpuissances allait dominer l'espace et, par le fait même, un jour dominer le monde. En conséquence, très vite, d'autres pays, dont le Canada, le Royaume-Uni et la France, désiraient prendre aussi leur place dans le spatial. Leur intention, c'était évidemment pas d'entrer en compétition avec les deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique possédant des fusées nettement plus puissantes que ce qu'on avait ailleurs dans le monde, mais plutôt de faire partie un peu de la cour des grandes de l'espace, c'est-à-dire de faire partie de ceux qui sont capables d'explorer l'espace à l'aide de satellites et éventuellement de fusées. C'est ainsi que le 7 janvier 1959, le général de Gaulle crée un comité de recherche spatiale chargé d'étudier le rôle que la France pourrait jouer dans ce domaine. Comité présidé par le physicien Pierre Auger. C'est ainsi que le Canada, le Royaume-Uni et la France entreprennent de concevoir de petits satellites scientifiques qu'ils feront lancer par des fusées américaines. On assiste en même temps, en quelque sorte, à une course non déclarée entre ces 3 pays. Le Royaume-Uni remportant la palme en avril 1962, suivi de près par le Canada 5 mois plus tard, et de la France en novembre 1965. 3 petits satellites scientifiques lancés gracieusement par la NASA en échange du partage de données scientifiques. L'un des principaux objectifs de ces satellites était de permettre aux ingénieurs et aux scientifiques de ces pays d'acquérir un savoir-faire en matière spatiale. Bien entendu, il y avait aussi la notion du prestige national, c'est-à-dire que chaque pays s'organisant était fier de posséder son propre satellite en orbite autour de la Terre. Dans le même esprit, ces pays songent à se doter de leurs propres lanceurs. Ce fut particulièrement le cas de la France qui met sur pied un programme de petites fusées expérimentales qui porte le joli nom de pierres précieuses et qui comprendra les fusées Topaz, Émeraude, Saphir et Rubis. Simultanément, des ingénieurs français prennent l'initiative de réaliser en sourdine une étude préliminaire pour un lanceur qui deviendra un jour la fusée Ariane. En parallèle, la France et le Royaume-Uni discutent d'un projet de fusée européenne, la future fusée Europa.
Le 2 août 1961, le général de Gaulle donne le feu vert à la conception de Diamant, une fusée qui doit transporter des satellites de 50 à 80 kg. Il annonce du coup la création du Centre national d'études spatiales, le CNES, l'agence spatiale française, toujours en activité actuellement. Le premier tir d'une Diamant survient le 26 novembre 1965 depuis la base d'Amaguir, située dans le Sahara, dans l'ouest de l'Algérie. C'est un succès qui permet la mise sur orbite d'Astérix, un satellite de 39 kg. Et du coup, la France devient la troisième puissance spatiale, c'est-à-dire le troisième pays capable d'orbiter des satellites. Les deuxième et troisième tirs de Diamant placent sur orbite en février 1966 et février 1967 deux petits satellites scientifiques, Diapason 1 et 2. Enfin, un quatrième tir qui survient une semaine seulement après le troisième marque la fin de l'utilisation de la base d'Amaguir. En effet, l'Algérie ayant acquis son indépendance en 1962, la France doit quitter les lieux. Il est alors décidé de déplacer les lancements de Diamant vers l'Amérique du Sud, c'est-à-dire à Kourou, en Guyane française. 8 autres lancements de Diamant seront effectués depuis Kourou entre 1970 et 1975, la fusée subissant seulement 2 revers, ce qui est un score enviable pour l'époque. Europa à prendre à la dure. Entre-temps, l'Europe décide de se doter de sa propre fusée à 3 étages, dite Europa, capable de placer un satellite d'une tonne sur orbite basse. Ce projet naît en novembre 1963 lorsque le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas ainsi que l'Australie créent le Centre européen pour la construction de lanceurs d'engins spatiaux ou CECLES. Le premier étage de la fusée repose sur le missile britannique Blue Streak. Le deuxième étage sera basé sur la fusée française Coralie, tandis que le troisième sera fourni par l'Allemagne, Astris. L'Italie fournira les satellites expérimentaux, les Pays-Bas une station de télémétrie et la Belgique une station de guidage radio. Ces fusées seront lancées depuis la base militaire de Woomera, située en Australie. Après 7 tirs préparatoires, 3 tentatives de lancement sont réalisées entre 1968 et 1970. Hélas, toutes échouent. Devant tant d'échecs, c'est la consternation. L'Europe naissante semble incapable de s'unir pour concevoir un système de haute technologie. En conséquence, le programme Europa est arrêté, le Royaume-Uni et l'Italie s'en étant déjà dissociés dès 1969. Néanmoins, la France et l'Allemagne entreprennent de concevoir une seconde version, Europa 2, qui serait mieux adaptée aux besoins des années 1970. En effet, si au départ la fusée Europa avait pour mission de placer des satellites à quelques centaines de kilomètres d'altitude, voilà qu'à partir des années 1970, apparaît la nécessité d'expédier les satellites jusqu'en orbite géostationnaire, à environ 36 000 km d'altitude. C'est en effet un type d'orbite sur laquelle on placera des satellites de communication, une utilisation qui s'annonce très prometteuse, alors qu'on placera aussi des satellites météo et autres. Voici donc qu'émerge l'ère des satellites d'application pratique qui s'ajoute à celle des satellites scientifiques. Il est donc décidé de concevoir une fusée capable d'expédier sur orbite géostationnaire des satellites de 360 kg. Il est projeté de réaliser 2 tirs d'essai d'Europa 2 avant de lui confier le lancement de 2 satellites de communication franco-allemands au nom de Symphonie. Malheureusement, le premier tir échoue en novembre 1971. Il s'agit d'un revers retentissant, de sorte que cette fois, c'en est trop, le programme est abandonné. Après analyse, on conclura que la cause principale des déboires du programme Europa aura été le manque de coordination entre les partenaires. En pratique, la conception de cette fusée est le résultat de compromis politiques et de l'absence d'un véritable maître d'œuvre. L'Europe apprend à la dure qu'une fusée n'est pas la simple juxtaposition de 3 fusées conçues indépendamment les unes des autres. L'Europe traverse alors une sévère crise de conscience. Que faire en matière spatiale? Comment s'organiser?
Sinon même, doit-on persévérer ou plutôt s'abandonner aux mains des Américains? L'Europe se cherche. Naissance d'une Europe spatiale. Au début des années 60, l'Europe s'était dotée de 2 agences spatiales, le SRO, responsable des satellites scientifiques, et l'ELDO, dédié au développement du lanceur Europa, celui-ci étant toutefois réalisé par le CECLES. À ces agences s'ajoute la Conférence européenne des télécommunications par satellite, CETS. Pourquoi faire simple ? Cependant, manquant de moyens financiers et devant tenir compte des politiques et des intérêts nationaux de chacun des pays participants, cette façon de faire est très inefficace. C'est d'ailleurs le constat qu'est forcé de faire, au début des années 1970, les promoteurs d'une Europe spatiale forte et autonome. Dès 1968, ils songent à la possibilité de créer une agence spatiale qui pilotera à la fois le développement des lanceurs et des satellites. Et si certains doutent encore de l'importance pour l'Europe d'acquérir la capacité d'orbiter ses propres satellites, voilà que les Américains leur en offrent une preuve éclatante. En effet, devant l'incapacité de l'Europe de lancer ses 2 satellites Symphonie à l'aide de leur fusée Europa 2, les Américains acceptent de le faire. Ils acceptent, mais à condition que ces satellites ne servent en aucun cas à des opérations commerciales. S'amorcent alors de délicates négociations entre les partenaires pour un éventuel programme spatial unifié. Comme toujours, chacun met de l'avant ses intérêts nationaux, tout en étant conscient que seule une véritable mise en commun des ressources de tous mènera à une réussite. On cherche alors à tirer profit de la terrible leçon du programme Europa. Ces négociations s'échelonneront cependant sur des années. Finalement, un accord est trouvé en juillet 1973 pour mettre sur pied une organisation qui pilotera les différents volets d'un programme spatial unifié. Il s'agit bien entendu de l'Agence spatiale européenne, baptisée ESA, pour European Space Agency. L'ESA réalisera des programmes obligatoires, sciences et activités de base, ainsi que des programmes facultatifs auxquels participent seulement les États intéressés. Dans un premier temps, l'ESA reçoit le mandat de réaliser 3 grands projets, à savoir 1. Un lanceur à 3 étages dit L3S. Il s'agit d'un projet dont rêve la France et qui sera par conséquent réalisé par le CNES. La France en défrayant 65% des coûts. Deuxièmement, le module scientifique Space Lab, qui prendra place dans la soute de la navette spatiale américaine. C'est un projet qui est pris en charge par l'Allemagne. Et l'Europe amorce ici une entrée dans le domaine des vols humains. Et finalement, le satellite de télécommunication maritime OTS, un projet dirigé par le Royaume-Uni. L'ESA a aussi comme mandat de créer une industrie spatiale de pointe capable de concurrencer les entreprises américaines. Entre autres, les firmes européennes désirent obtenir leur part des contrats de la société Intelsat, qui opère le réseau international des satellites de communication du même nom et financé en partie par l'Europe. Pour l'heure, les compagnies américaines exercent un monopole, ce que conteste le vieux continent. Comme prévu, les 2 symphonies sont lancées par des fusées américaines Thor Delta les 19 décembre 1974 et 27 août 1975. Ces satellites réalisent une foule d'expériences techniques de communication. Entre autres, le 22 janvier 1975, Symphonie 1 assure les liaisons entre le président François-Valéry Giscard d'Estaing et le chancelier allemand Helmut Schmidt, qui souligne l'anniversaire du traité d'amitié franco-allemand. Les symphonies servent surtout de banc d'essai pour des expériences de télécommunication, des liaisons téléphoniques, radio et télé, notamment entre le Canada et la France, ce qui pave la voie à de futurs projets de coopération qui vont devenir très importants à la longue. Ariane, le grand défi relevé. C'est dans ce contexte que s'amorce le programme Ariane en 1973 afin de donner à l'Europe les moyens de lancer ses satellites sans dépendre de quiconque. Les Européens ont alors de grandes ambitions, notamment de se doter de leurs propres satellites de communication et météo. Ils cherchent aussi à prendre part aux activités spatiales mondiales. À terme, l'Europe pourrait aussi participer à de grands projets internationaux,
ainsi que lancer ses propres sondes spatiales. Elle vise aussi à ce que l'industrie bénéficie de différents projets et qu'elle obtienne sa juste part des contrats commerciaux. Mais cela demandera une réorganisation globale du spatial européen. Au départ, le projet d'un nouveau lanceur est simplement baptisé L3S, pour lanceur de troisième génération de substitution. En 1973, il prend le nom d'Ariane, en référence au récit mythologique selon lequel le fil donné par Ariane a permis à Thésée de sortir du labyrinthe. En l'occurrence, ici, on pourrait se demander, Ariane permettra-t-elle de sortir du labyrinthe européen ? Il faudra 6 années pour mettre au point ce lanceur, l'Europe prenant le temps de bien faire les choses. La conception de la fusée nécessite une vaste gamme de tests, notamment la mise au point de nouveaux moteurs et d'étages capables de résister au stress d'un décollage. Il faut aussi construire les infrastructures de lancement du centre spatial guyanais de Kourou, pas de tir, centre de contrôle, station de poursuite, etc. Notons que cette base de lancement jouit d'une position avantageuse par rapport à ses concurrents américains et soviétiques, puisqu'elle est située presque à l'équateur. En effet, depuis Kourou, les fusées tirent l'avantage maximal de la rotation de la Terre, ce qui leur permet d'acheminer davantage de charges que si on lance depuis Cap Canaveral ou de Baie-Comeau. On sait en effet que pour se placer sur orbite autour de la Terre, il faut atteindre la vitesse de 28 000 km/h. Or, si vous partez de l'équateur, la Terre tournant sur elle-même à la vitesse de 1700 km/h, vous bénéficiez d'un certain coup de pouce, un coup de pouce qui correspond à 6% de la vitesse à atteindre. Mais plus on s'éloigne de l'équateur, moins cette vitesse de rotation participe à la fameuse vitesse de 28 000 km/h qu'il faut atteindre. Or, Kourou se situe à seulement 5 degrés de latitude nord, Cap Canaveral à 28 degrés de latitude nord et Baie-Comeau à 45 degrés de latitude nord. On peut ajouter aussi qu'il est nettement plus facile d'atteindre l'orbite géostationnaire depuis Kourou que si vous vous lancez depuis Cap Canaveral ou de Baie-Comeau. Le vol inaugural d'Ariane survient le 24 décembre 1979 et la fusée parvient à s'élever gracieusement dans le ciel guyanais. C'est un grand jour pour l'Europe. Ariane place sur orbite une charge technologique conçue pour évaluer le comportement de la fusée. Hélas, Ariane rate son deuxième tir le 23 mai 1980. Comme cela arrive fréquemment lors des vols d'essai d'une nouvelle fusée. Heureusement, les 2 tirs suivants réussissent tandis que le 5e échoue. Ariane complète son programme de 5 vols d'essai avec un taux de réussite de 60%. Néanmoins, à partir du 6e vol, la fusée est considérée comme opérationnelle et elle réussit ses 6 missions. Cette fusée parvient ainsi à lancer avec succès plusieurs satellites commerciaux, dont 2 satellites Intelsat et le satellite SpaceNet de la firme GTE. C'est une percée majeure dans le marché des lancements commerciaux, une percée à laquelle ne s'attendaient vraiment pas les Américains. Ariane place sur orbite également le satellite SPOT permettant à la France de faire une percée dans le domaine très prometteur de l'observation de la Terre à des fins civiles, ce que l'on appelle la télédétection et qui s'intéresse à l'agriculture, à l'urbanisme, la foresterie ou encore la gestion des sols et des eaux. Enfin, Ariane expédie la sonde européenne Giotto à la rencontre de la comète de Halley, de passage dans nos parages en 1986. Encore là, l'Europe inflige un camouflet aux Américains qui ont été incapables d'envoyer leur propre sonde intercepter la célèbre comète. Néanmoins, cette première version d'Ariane ne sera lancée que 11 fois, puisque rapidement, elle doit être remplacée par des modèles plus puissants, les Ariane 2 et 3. En effet, durant les 6 années de développement d'Ariane 1, le monde du spatial continue d'évoluer. Il est par conséquent devenu nécessaire d'utiliser des fusées encore plus puissantes. C'est ainsi qu'Ariane 2, qui est identique à une Ariane 1, possède un 3e étage disposant de davantage de carburant. Quant à Ariane 3, c'est une version d'Ariane 2 dont on installe des propulseurs, les fameux boosters, à la base de la fusée. Ça donne un lanceur encore plus puissant. 17 exemplaires de ces Ariane seront lancés entre 1984 et 1989, ne subissant que 2 revers. Ces fusées livrent une féroce compétition aux lanceurs américains en matière de lancements commerciaux,
s'accaparant au passage une part importante du marché. Dès le milieu des années 1980, Ariane s'impose en effet comme numéro 1 du transport spatial commercial, lançant plus de 50% des satellites destinés à l'orbite géostationnaire. Et à cette fin, l'ESA crée en 1980 la société Arianespace, chargée de la commercialisation du lanceur. Ariane permet entre autres à l'Europe de se doter de ses propres satellites de communication à usage domestique et commercial, ainsi qu'à lancer des satellites pour le compte de différents pays. Les Ariane 2 et 3 lancent ainsi des satellites pour la communauté des pays arabes, pour l'Inde, pour le Brésil, l'Australie, ainsi que pour des entreprises américaines. Ah! Si seulement les Américains avaient vu cela venir à l'époque des symphonies. Ariane 4, l'Europe acquiert sa maturité. Entre-temps, en octobre 1981, l'ESA décide de développer une autre version, Ariane 4, qui constitue en soi une deuxième génération d'Ariane. Il s'agit en effet d'une version nettement plus puissante que les précédentes, qui permettrait d'acheminer 4 tonnes jusqu'en orbite géostationnaire. Les Ariane 4 seront plus grandes que les Ariane 1, 2 et 3, d'une dizaine de mètres, et plus massives au décollage, d'une vingtaine de tonnes. Ce lanceur sera proposé en 6 versions selon qu'il est doté ou non de 2 à 4 boosters de type liquide ou Propergol solide. L'ESA a pour objectif de mettre en service ce lanceur dès 1986 afin de répondre aux besoins des satellites de communication sans cesse de plus en plus lourds et de plus en plus nombreux. Qui plus est, le rythme des lancements passera de 6 à 10 par année grâce à la construction d'un second pas de tir à Kourou. Le premier lancement d'une Ariane 4 survient le 15 juin 1988, soit avec 2 années de retard. La fusée transporte 3 satellites, un de météo, un de communication et un troisième pour les radios amateurs. Voilà qui illustre parfaitement la variété des satellites à transporter. En 14 ans, 116 exemplaires d'Ariane 4 seront lancés, la fusée ne subissant que 3 revers, cumulant un taux de succès dépassant les 97%. Ces Ariane transporteront 185 engins spatiaux, dont les 3 quarts sont des satellites de communication placés sur orbite géostationnaire. Parmi les missions phares réalisées par cette version d'Ariane, il y a le lancement du télescope européen Hipparcos qui avait pour mission de cartographier la position exacte et le déplacement des étoiles de notre galaxie. D'autres Ariane 4 ont expédié des satellites français SPOT et européens ERS de télédétection, ainsi que des satellites Météosat. Ces Ariane ont finalement servi au lancement des premiers satellites espions européens nommés Helios. Soulignons que dans les années 2010, Arianespace ajoute à ce lanceur la fusée russe Soyouz lancée depuis Kourou, ainsi que la fusée Vega fabriquée par la firme italienne Avio. Il s'agit de lanceurs de puissance intermédiaire, Soyouz pouvant placer jusqu'à 9 tonnes sur orbite basse, tandis que Vega peut en placer 3 tonnes, complétant à merveille les capacités offertes par Ariane 4. Ariane 5, le poids lourd européen. En janvier 1985, l'Europe décide de développer une 3e génération d'Ariane, et ce, avant même qu'Ariane 4 n'ait volé. Il s'agit d'un lanceur de type poids lourd capable de placer une vingtaine de tonnes sur orbite basse. Cette fusée a une double vocation, elle doit remplacer Ariane 4 pour expédier les satellites lourds de communication, en plus de porter les vaisseaux du programme de vol humain européen. En effet, au début des années 80, l'Europe songe à se doter d'une station orbitale appelée Columbus, qui sera desservie par la navette Hermès. Du fait de devoir transporter des astronautes, la fusée Ariane 5 devra atteindre une fiabilité de 99%. Or, au moment où la décision est prise de concevoir cette fusée, les 11 tirs d'Ariane réalisés à ce jour n'avaient qu'un taux de succès de 80% seulement. De surcroît, pour concurrencer les lanceurs américains, Ariane 5 devait expédier des charges 60% plus lourdes qu'Ariane 4, mais avec un coût de 40% inférieur. C'est dire que le niveau d'excellence à atteindre était vraiment très élevé. Pour ces raisons, l'anatomie de la fusée diffère fondamentalement des précédentes. Un peu à l'image de la navette spatiale, Ariane 5 est constituée d'un gros étage central,
flanqués de 2 imposants propulseurs à poudre. Ceux-ci produiront 92% de la poussée au décollage, comme les boosters de la navette. Elle est aussi dotée d'une coiffe dont les dimensions sont calquées sur celles de la soute de la navette américaine. Enfin, ce lanceur nécessitera la construction à Kourou d'un nouveau complexe de tir. Néanmoins, à la fin des années 1980, l'Europe met de côté son rêve de mener ses propres missions habitées. C'est ainsi que le projet de la navette Hermès est abandonné car jugé trop onéreux et désormais inutile puisque Columbus est entre-temps devenu la principale contribution européenne au projet de la Station spatiale internationale. Il s'agira de l'un des principaux laboratoires scientifiques d'ISS. Ariane 5 servira plutôt à lancer vers la station des vaisseaux de ravitaillement d'ISS, en échange de quoi des astronautes européens effectueront régulièrement des séjours de 6 mois à bord de la station. Il faudra 10 années pour mettre au point cette fusée. Et hélas, ses débuts sont laborieux puisque Ariane 5 rate son premier lancement le 4 juin 1996. Puis, son second tir est un succès partiel. En plus, 2 autres échecs vont survenir au cours des 17 premiers lancements d'Ariane 5. Comme quoi, dans le spatial, rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais facile. Mais heureusement, par la suite, Ariane 5 connaîtra une série de 83 succès consécutifs réalisés sur une période de 15 années. Comme dans le cas d'Ariane 4, Ariane 5 transporte la majorité des satellites commerciaux destinés à l'orbite géostationnaire durant les années 2000 et 2010. Toutefois, cette domination s'estompe dans les années 2010 avec l'entrée en service des Falcon 9. Comme tout autre lanceur, Ariane Espace subit la féroce concurrence de SpaceX. Qui pisait, à partir des années 2020, le marché des satellites de communication en orbite géostationnaire s'effondre. En effet, sans que personne l'ait vu venir, ce type de satellite est remplacé par quantité de satellites placés sur orbite basse et qui forment ce que l'on appelle des constellations. C'est le cas notamment des Starlink que SpaceX place par milliers à 600 km d'altitude, comme aussi d'autres constellations qui empruntent la même voie. L'avantage offert par cette gamme de satellites est assez étonnant. Il s'agit de réduire de 60 fois les délais de transmission des communications entre la Terre et les satellites. Toutefois, comme tenu du fait que les ondes voyagent à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 300 000 km à la seconde, on parle alors de réduction de temps qui se chiffre en microsecondes. C'est vraiment très infime. Par contre, à l'heure des communications via Internet, c'est là un avantage significatif. Et oui, on peut rappeler, Claude, qu'une orbite géostationnaire, si je ne me trompe pas, les satellites orbitent à 36 000 km, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Fait qu'entre placer des satellites Starlink à 600 km d'altitude ou à 36 000, vous avez un gain de 60 fois. Sauf que les ondes voyagent à la vitesse de la lumière. Le gain, c'est des microsecondes. C'est presque incroyable, mais à l'heure d'Internet, c'est important. C'est un gain important. Il résulte de tout ceci qu'Ariane 5 n'est pas optimisée pour orbiter cette gamme de satellites. Elle prend donc sa retraite en 2023 après avoir accompli 117 lancements avec un taux de succès de 96%. Soulignons que cette fusée est demeurée concurrentielle tant qu'elle pouvait placer simultanément 2 satellites sur une orbite géostationnaire. Toutefois, la masse des satellites de communication tendant toujours à croître, lorsqu'un représente plus de la moitié de la charge transportable par le lanceur, il devient difficile et parfois impossible de trouver un second satellite à lancer par la même fusée. Le coût du lancement doit alors être entièrement défrayé par l'unique passager. Parmi les 240 engins spatiaux lancés par Ariane 5, citons les sondes Rosetta, Bepi Colombo et JUICE, les télescopes spatiaux Newton, Herschel et Planck, ainsi que le fameux télescope Webb. Ces fusées ont également lancé 5 vaisseaux cargo ATV vers la Station spatiale internationale, ainsi que des satellites Galileo du système GPS européen, de même que des satellites météo, etc. Il y a eu pas mal de missions assez marquantes, je pense, qui vont rester dans l'histoire. Évidemment, on pense au télescope James Webb qui n'a pas fini de nous étonner.
mais aussi la sonde Rosetta. Moi, j'avais trouvé que c'était vraiment une mission passionnante et que ça nous a rapporté énormément de données et de superbes images. Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, il y a à venir la mission Bepi Colombo qui va explorer la planète Mercure dans quelques années, qui est en cours de route. On va sûrement parler éventuellement. J'ouvre une parenthèse avec ce balado-là. Il y a un fascicule et dans le fascicule, on donne toute la liste des lancements de fusées avec les satellites. C'est assez, je pense, intéressant de constater tout ce qu'ont pu faire les fusées Ariane 1, 2, 3, 4, 5 et 6, comme on va parler dans quelques minutes. Donc, il y a de l'information additionnelle dans le fascicule qui accompagne ce balado. Et même pour James Webb, on se souvient que le lanceur Ariane 5 avait dépassé les attentes même au niveau de ses performances et avait permis à James Webb, au télescope, d'économiser du carburant. En fait, le lancement était tellement précis que Webb n'a pas eu besoin d'utiliser le carburant prévu pour se placer sur la bonne orbite, de sorte que sa durée de vie a été prolongée du double grâce à la performance remarquable de la fusée Ariane 5. Il faut le dire, c'était un beau succès. Ariane 6, que nous réserve l'avenir ? Rien n'étant jamais acquis dans le domaine spatial et afin d'éviter de se reposer sur ses lauriers, dès décembre 2014, l'ESA entreprend la conception d'Ariane 6. Sans cesse cherche-t-on à disposer d'une fusée plus efficace, mieux adaptée aux besoins commerciaux toujours en évolution rapide, tout en réduisant les coûts de production et de lancement. Autrement dit, faire toujours plus et mieux, mais pour moins cher. Dans les faits, la nécessité d'une fusée concurrentielle s'impose dès 2014 avec l'entrée en service des Falcon 9 de SpaceX. L'entreprise d'Elon Musk introduit 2 innovations majeures, c'est-à-dire un premier étage réutilisable et une cadence de lancement vraiment très grande. En fait, actuellement, on lance plus d'une centaine de Falcon 9 chaque année. Voilà qui réduit considérablement les coûts de lancement. En conséquence, SpaceX s'accapare rapidement d'une part sans cesse croissante du marché des satellites commerciaux. La recherche d'une fusée compétitive génère un questionnement de fond, de sorte que plusieurs versions d'Ariane 6 sont envisagées. D'une version Ariane 5 améliorée jusqu'à un lanceur partiellement réutilisable, à l'instar des Falcon 9. Cependant, la conception d'un premier étage réutilisable demanderait de longues années de recherche et de développement et serait par conséquent fort coûteux. La version retenue consiste en un premier étage semblable à celui d'Ariane 5, en y accolant des propulseurs dérivés de la fusée Vega C en usage depuis juillet 2022. En limitant les innovations, on espère ainsi abaisser les coûts de conception et d'utilisation du nouveau lanceur. L'ESA simplifie également la structure industrielle de fabrication des Ariane en créant en 2015 la société Ariane Group, qui englobe désormais Ariane Espace, l'entreprise chargée de commercialiser les fusées. Et à Kourou, on construit un 4e pas de tir. Le coût de développement du programme d'Ariane 6 est évalué à 3,8 milliards d'euros. Un peu plus haute qu'une Ariane 5, cette fusée est assistée au décollage par 2 ou 4 propulseurs à poudre. On parle donc d'Ariane 62 ou d'Ariane 64 selon le cas. Elle est capable d'expédier 11 tonnes et demie vers l'orbite géostationnaire contre 10 tonnes dans le cas d'Ariane 5. Et surtout, Ariane 6 est conçue avec l'idée de n'emporter qu'un gros satellite à la fois, ce qui procurera une souplesse opérationnelle. Après des années de design minutieux et de préparatifs sur banc d'essai, la construction du nouveau lanceur par Ariane Group débute en décembre 2017, en vue d'un premier tir en juillet 2020. Hélas, ce vol inaugural est successivement reporté à 2021, puis à 2022 et à 2023. Ces reports s'expliquent, dit-on, par les conséquences de la Covid-19. Finalement, en décembre 2023, le vol inaugural est annoncé pour juin-juillet 2024, soit avec 4 années de retard. Or, tel que mentionné précédemment, le dernier tir d'une Ariane 5 est survenu en juillet 2023. Il était prévu à l'origine qu'Ariane 6 prenne la relève d'Ariane 5 avant le retrait de celle-ci. Mais les délais dans la mise au point d'Ariane 6 plongent l'Europe dans une crise majeure, l'Europe étant désormais incapable de lancer des satellites lourds.
Et comme un malheur n'arrive jamais seul, dit-on, voilà qu'en 2023, les lancements de Soyouz depuis Kourou sont abruptement suspendus à la suite de l'agression russe envers l'Ukraine, tandis qu'une Vega subit un accident de lancement qui cloue au sol ce lanceur, tel que nous le racontons dans le balado 90, l'actualité commentée. Voilà donc que l'Europe se retrouve soudainement dans l'incapacité de lancer un quelconque satellite. Privée de tout accès à l'espace, elle traverse alors sa plus sévère crise depuis celle du début des années 1970. Elle n'a même d'autre choix que de faire appel aux lanceurs américains. Heureusement, cette fois, SpaceX prend rapidement la relève sans imposer la moindre condition ni contrainte. Au contraire même, comme nous le racontons dans le balado 115, un certain regard sur l'actualité. Toujours est-il que le 9 juillet 2024, une Ariane 62 effectue avec succès son premier tir, remplissant l'essentiel des objectifs de sa mission. Elle place en effet sur orbite un simulateur de masse de 2 tonnes ainsi que 9 petits satellites. Toutefois, en fin de mission, le moteur fusée de son étage supérieur refuse de redémarrer, ce qui empêche son retour dans l'atmosphère pour être détruit, ainsi que le déploiement de 2 capsules de rentrée. L'incident est banal et ne remet pas en cause le succès global de ce premier tir. 2 autres lancements d'Ariane 62 ont été réalisés à ce jour. On parle évidemment, on est en octobre 2025 au moment où on enregistre ce balado. En mars, une Ariane 6 place un satellite de reconnaissance pour l'armée française, tandis qu'en août, une autre Ariane expédie un satellite météo européen. L'ESA doit sous peu procéder au premier essai d'une Ariane 64, donc dotée de 4 propulseurs si vous avez bien suivi. De plus, Ariane Espace possède déjà un carnet de commandes bien rempli, dont notamment 18 lancements de satellites Kuiper de la firme Amazon, conçu pour concurrencer le réseau Starlink de SpaceX. L'entreprise a en outre plusieurs satellites européens à lancer, notamment d'observation de la Terre. Elle prévoit de réaliser une dizaine de tirs d'Ariane 6 annuellement d'ici 2 ou 3 ans. Mais la partie est loin d'être gagnée puisque la fusée doit non seulement compétitionner contre Falcon 9, mais également contre les nouveaux lanceurs américains Vulcan et New Glenn, ainsi que contre de nouveaux lanceurs indiens et japonais. Qui plus est, comme nous le relatons dans le balado 164, comment la Chine se prépare à dominer le monde, ce pays développe une panoplie de fusées qu'il espère commercialiser sur le marché international. Le moins qu'on peut se dire, c'est que la compétition sera plus que féroce ces prochaines années. On dit qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est ce à quoi on va peut-être assister. Conclusion, où en serons-nous en 2035 ? Comme ce fut le cas à l'époque des précédentes versions, avant même l'entrée en service d'Ariane 6, l'Agence spatiale européenne songe déjà à ce que sera la suite, tentant d'anticiper ce que pourraient être les besoins dans une dizaine d'années, le temps nécessaire pour développer une nouvelle fusée. Elle songe ainsi à des versions améliorées d'Ariane 6, notamment dotées de propulseurs plus puissants, ou bien même à concevoir un lanceur entièrement différent. Or, il s'agit là d'une tâche considérable, pour ne pas dire impossible. En effet, comment envisager l'avenir dans le contexte actuel d'un monde en plein bouleversement? Ne serait-ce que d'imaginer le monde dans 2 ou 3 ans. Imaginons-nous donc à la place des décideurs européens qui doivent tenter d'anticiper ce que sera le monde en 2035. À l'heure actuelle, la grande tendance est à la mise en service de centaines, voire de dizaines de milliers de satellites sur orbite basse qui constituent des constellations offrant des services Internet. Outre la constellation des Starlink, conçue et lancée par SpaceX et qui pourrait compter à terme 42 000 satellites, Amazon met en place sa constellation de 3200 satellites Kuiper, lancés par des fusées Falcon, New Glenn et Ariane 6. Alors que Telsat envisage de déployer 400 satellites OneWeb, le Canada prépare une constellation de 200 satellites Lightspeed et l'Europe sa constellation Iris, qui pourrait compter quelques centaines de satellites. Auxquels s'ajoutent les 2 méga-constellations chinoises Guohang et Qiafan, comprenant respectivement 13 000 et 15 000 satellites.
Or, si d'une part, ces constellations font miroiter d'énormes besoins de lancement, on peut également craindre un encombrement de l'orbite basse, et qui sait peut-être même un effondrement de ce marché, à l'instar de l'explosion des bulles spéculatives, technologiques, financières ou immobilières que l'on a connues par le passé. Bref, où en sera le marché des constellations d'ici 10 ans ? En pleine expansion ou disparu au profit de quelque chose d'autre ? C'est ici qu'une foule d'entreprises s'affairent actuellement à développer de nouveaux marchés de services par satellite, notamment la fabrication de produits made in space, des services de type automobile téléguidé par satellite, des services de communication qu'on dit révolutionnaires, hein? On parle déjà de la 6G, de la 7G et autres puissances de communication. Il y aura aussi l'exploitation de mini-stations orbitales privées, des services d'observation de la Terre à des fins spécifiques, par exemple pour la détection des incendies de forêt, etc. Mais quels seront donc les besoins de lancement de ces nouvelles applications dans les prochaines années? Par ailleurs, SpaceX nous promet l'entrée en service de son Starship qui serait capable, selon Elon Musk, de lancer en une année autant de satellites que tout ce qui a été lancé en 60 ans d'exploration de l'espace, et ce, à une fraction du coût. C'est dire que ce lanceur pourrait théoriquement s'emparer d'une large part du marché des lancements commerciaux, comme l'ont fait les Falcon 9. Mais d'un autre côté, on doit aussi se demander où en sera ce lanceur révolutionnaire d'ici 2035, comme nous le faisons dans le balado 159. Quel avenir pour SpaceX ? Et quelle sera aussi l'exploitation commerciale des autres lanceurs, américains, chinois, indiens, japonais, sud-coréens et autres ? De surcroît, un peu partout à travers le monde, dont en Europe, une foule d'entreprises conçoivent actuellement des lanceurs dont certains sont dits révolutionnaires. Où en serons-nous donc en 2035 ? Dans un tel contexte, il est à se demander quelle part de marché sera parvenue à s'accaparer Ariane 6 et comment ce lanceur tirera son épingle du jeu. Déjà, l'ESA et Ariane Espace ont réalisé des percées remarquables avec les 3 premières générations d'Ariane. Mais leur défi s'annonce encore plus ardu avec Ariane 6. Rien n'est jamais acquis. Tout ça pour dire qu'il demeurera extrêmement intéressant de suivre l'aventure étonnante de la fusée européenne. D'autant plus que l'avenir demeure toujours et de tout temps imprévisible. Qu'est-ce que ce sera l'avenir dans quelques années? On n'en sait rien, Claude. C'est ça. Je dirais, mon cher Florent, qu'en rédigeant ce balado-là, je me suis dit, je vous propose la vision nord-américaine de ce qui se passe en Europe. Oui. Je ne sais pas de ton côté, comme toi, Européen, qui a lu ça, puis qui voit un peu qu'est-ce que tu en penses, comment tu vois les choses. Ah, moi j'ai trouvé ça très, très juste. Après, je me demandais, enfin, ça c'est plus pareil. Je ne sais pas si Ariane Espace arrive à lire l'avenir ou l'ESA, les décideurs de l'ESA arrivent à lire l'avenir. Mais à ton avis, toi qui as peut-être plus l'habitude, est-ce que c'est un aveu un peu d'échec, le fait que Ariane continue dans des architectures de fusées, on va dire classiques, non réutilisables? Ou bien est-ce que c'est au contraire un pari osé sur l'avenir en se disant, comme tu l'as souligné juste avant, que les constellations, les lanceurs réutilisables, c'est peut-être une espèce d'effet de mode, en tout cas un pari qui ne va pas porter loin, et puis que donc on va revenir à des lanceurs plus classiques dans le futur. Le problème, c'est que de développer un lanceur semi-réutilisable comme les Falcon 9 ou même un lanceur réutilisable comme de très nombreuses entreprises et pays rêvent de le faire, ça coûte très, très cher et c'est très, très long. C'est d'ailleurs un exploit remarquable que réussit SpaceX en développant assez rapidement là, dans les années 2010 un premier étage réutilisable. Blue Origin rêve de faire la même chose, plein d'entreprises, mais c'est très coûteux et c'est dispendieux. Est-ce que ça vaut la peine? Dans le cas des Falcon 9 qui sont lancés plus qu'une centaine de fois par année, ça vaut la peine. Dans le cas d'une fusée comme Ariane, qui pourrait être lancée une dizaine de fois par année, peut-être que ça n'en vaut pas la peine. Maintenant, quand je dis que l'avenir est imprévisible, on parlait des fameuses constellations de satellites qui remplacent les satellites géostationnaires. Si on recule il y a 10 ans, personne n'avait vu venir ça.
personne n'avait vu venir que les satellites géostationnaires seraient presque désuets. C'est à quel point même les spécialistes qui essaient d'entrevoir l'avenir sont en problème. Fait, quand je disais tantôt, qu'est-ce que va être l'avenir dans le domaine spatial en 2035? C'est carrément inimaginable. Je faisais allusion en conclusion de différentes entreprises qui développent différents services d'application spatiale. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va donner des fruits ou pas? Est-ce que ça va créer une nouvelle demande de lancement ou pas? Est-ce qu'entre-temps, moi, j'ai des réserves, je l'ai expliqué dans certains balados, notamment dans celui sur l'avenir de SpaceX. Moi, j'ai des réserves par rapport aux constellations parce que ça demande tellement de satellites à remplacer constamment, puisqu'ils sont sur orbite basse. Moi, j'ai des doutes sur l'avenir. J'avoue là, que si j'étais un décideur européen, si j'étais à l'ESA, je m'arracherais les cheveux pour le peu qu'il m'en reste. Parce que, je veux dire, c'est inimaginable ce que va être le monde en 2035. Je dirais même, hein, dans nos vies personnelles, là, c'est inimaginable ce que va être le monde en 2030. Où on va être rendu en 2030. J'aimerais pas être à la place des décideurs européens. Ils ne sont pas les seuls dans le bateau. Hein. Même chose, les entreprises, les autres gouvernements doivent aussi décider. Les Américains doivent décider où ils s'en vont dans le domaine spatial dans les prochaines années. C'est vraiment un casse-tête hallucinant auquel ont à faire face les décideurs, que ce soit européens et autres. Et est-ce que tu penses que le simple fait que le pas de tir, en tout cas que le départ des fusées Ariane soit à Kourou et donc bénéficie d'une économie, est-ce que juste ce simple fait-là peut leur faire garder un avantage commercial sur leurs concurrents? Ben, plus ou moins. C'est sûr que c'est un avantage pour la même. Si vous lanciez une fusée Ariane 6 de Cap Canaveral ou de Kourou, vous auriez moins de capacité de lancement. En même temps, ben, ce qui est, par exemple, le grand avantage de SpaceX, c'est le fait de lancer une centaine de fusées par année. Vous les produisez littéralement à la chaîne, alors que les Ariane 6, comme les autres fusées, que ce soit les Vulcan ou les autres fusées, sont produites à l'unité. Chacune est quasiment une œuvre artisanale, tandis que SpaceX les fait en production à la chaîne. Donc, c'est plus ça. Maintenant, ce qui fait que SpaceX peut lancer une centaine de fusées, juste pour donner un chiffre cette année, ils ont lancé à l'heure où on se parle 140 fusées Falcon cette année, dont 100 pour son réseau Starlink. Autrement dit, si vous enlevez le réseau Starlink de l'équation, SpaceX aurait lancé une quarantaine de fusées, ce qui est quand même pas mal. Ce qui est quand même beaucoup, oui. C'est ça. Sauf que si elle le lance à la chaîne, c'est parce qu'elle a son réseau Starlink qui est probablement commercialement non viable. Là, ça reste à voir dans l'avenir. Ariane ne bénéficie pas de ça. Donc, ça pose le problème on ne peut pas concurrencer Ariane, puis si on ne peut pas concurrencer SpaceX. Puis si jamais SpaceX arrive avec son Starship, si le Starship devient un lanceur de satellites, ça va encore bouleverser le marché. Donc, les Européens qui ont à décider qu'est-ce qu'on fait après Ariane 6, bonne chance. Oui. Et c'est fou de se dire quand même que sur le nombre d'Ariane première génération, si je me souviens bien, c'est une centaine à peu près. Et pareil, sur la deuxième génération, c'est aussi une centaine qui ont été lancées sur une quinzaine d'années. SpaceX lance le même nombre de fusées en un an. Exactement. En fait, même, il lance plus de satellites, plus de Falcon en une année que les Ariane 4 ou Ariane 5 ont été lancés sur une période de 15-20 ans. Tout à fait. C'est hallucinant ce que fait SpaceX, mais en même temps, ça bouleverse tout le monde. L'autre danger, comme j'en ai parlé, c'est le monopole qu'exerce SpaceX, puisqu'ils ont une capacité que personne d'autre peut rivaliser. C'est troublant. Fait que les décideurs européens, c'est comme une des choses qui illustre ce balado-là, c'est que si vous voulez développer une fusée, ça prend une dizaine d'années. Fait que, par exemple, on commence à mettre en opération Ariane 6, là, les premiers lancements ont eu lieu. Il faut déjà penser à la suite, mais la suite, c'est dans 10 ans. C'est fou, hein? Et malgré tout, j'ai été agréablement surpris de voir que le carnet de commandes d'Ariane 6 n'est pas vide. Il prévoit quand même pas mal de missions importantes. Donc, l'avenir est plutôt radieux. Ben, on pourrait dire que l'Europe possède un certain carnet de commandes, une certaine base pour continuer à opérer ses fusées, mais jamais ils vont pouvoir concurrencer SpaceX. Mais pour autant, ça pourrait être... ils auraient pu annoncer Ariane 6 et puis que personne n'en veuille puisqu'elle était peut-être trop chère par rapport à SpaceX. Donc, tout n'est pas noir. C'est ça. En même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui craignent de plus en plus SpaceX, qui redoutent le monopole. Donc, on a tous intérêt
à faire en sorte qu'il y ait d'autres fusées disponibles, dont entre autres des fusées européennes, parce que les Américains deviennent un pays sur lequel on ne peut plus avoir confiance. On ne sait pas où s'en vont les Américains, d'ailleurs. Fait que je pense que même si ça coûte plus cher, on a intérêt à ce qu'il y ait d'autres fusées disponibles et c'est ce dont va bénéficier Ariane Espace. Entre autres, les Européens se disent qu'il ne faut pas se retrouver dans la situation des symphonies au début des années 70. Donc, il faut avoir notre propre capacité de lancement. Tant mieux si on peut faire aussi des lancements commerciaux, mais il n'y a pas juste l'argent dans la vie. Hein. Il n'y a pas juste on achète ce qui coûte le moins cher parce que des fois, c'est important d'avoir d'autres ressources, d'avoir du matériel, de ne pas être entre les mains d'un monopole, comme c'est un peu le cas de ce qui est en train de faire SpaceX. En termes de communication, là, on pourrait penser au Starlink, comme en termes de lancement. Donc, il y a aussi le facteur sécurité nationale qui rentre en ligne de compte. Et est-ce que tu crois que pour le cas des satellites de Amazon, c'est justement pour ne pas choisir SpaceX qu'ils ont choisi Ariane? Ben, en fait, Amazon utilise tout ce qui est disponible. Ils se servent des fusées Falcon. Hein? SpaceX même n'a pas de problème de lancer des satellites compétiteurs aux siens. Ça, c'est un peu surprenant, mais c'est tout à l'honneur de Musk qui n'exerce pas son monopole, en tout cas pour le moment, en disant j'empêche mes concurrents d'atteindre l'espace. Donc, Amazon se sert des fusées Falcon, se sert de sa propre fusée New Glenn, va se servir d'Ariane 6, se sert de tout ce qui est disponible parce qu'ils ont d'immenses besoins de lancement auxquels personne ne peut répondre, même SpaceX. Donc, mais ça c'est une parenthèse. Hein. Musk, qui a un monopole, pourrait dire je ne lance pas les satellites de mes compétiteurs ou je lance certains satellites à certaines conditions. Il ne le fait pas. En terminant, hein, je reviens sur un aspect qui est bien important de notre balado, c'est nos supporters Patreon qui nous encouragent en nous versant un 5 $ par mois. Je le dis, je le répète, c'est vraiment très important. C'est à la base de notre travail. Vous le voyez sûrement hein, quand vous écoutez d'autres balados, il y a des gens qui vont vous le dire aussi, si vous aimez ce qu'on fait, appuyez-nous, etc. Nous qui sommes de l'autre côté de la clôture, on voit l'importance que c'est. On voit l'importance pour les artisans que nous sommes d'un appui financier. Donc, si vous avez la capacité de nous aider, sachez que d'une part, ceux et celles qui nous aident actuellement, c'est très, très apprécié. Et si vous avez la chance de vous joindre à l'équipage des Patreons, sachez que c'est très important pour nous et qu'on l'apprécie énormément. Je voudrais ouvrir une parenthèse sur un autre sujet. Je voudrais revenir sur un balado que je trouve un peu amusant. C'est le balado 141 où on parle dans les coulisses d'un lancement de navette spatiale. C'est un balado que j'ai fait avec Philippe Garneau, qui est le frère de Marc Garneau, le premier astronaute canadien. Je constate un phénomène assez amusant, un peu décevant d'ailleurs. C'est un balado qui vient en 2 épisodes. L'épisode 1, jusqu'à maintenant, a été écouté 6300 fois. Par contre, l'épisode 2 a été écouté 4400 fois, donc beaucoup moins. Et c'est dommage parce que le 2e épisode contient un passage absolument extraordinaire, j'oserais presque dire presque unique dans les annales de l'exploration spatiale. C'est-à-dire que si vous l'écoutez, il y a un document d'archives où on entend Philippe et un animateur de radio décrire un lancement de navette tel qu'ils le voient, parce qu'ils sont présents à Cap Canaveral. J'étais juste à côté de Philippe à ce moment-là. Et là, vous avez une description en direct de gens qui voient un lancement de navette et qui le décrivent pour des gens qui ne le voient pas. On est à la radio, exactement comme nos balados. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et on voit en même temps l'émotion de Philippe, dont le frère est à bord de la navette spatiale. Moi, je vous encourage à écouter ce 2e épisode-là. Peut-être que vous avez... moi, quand il y a 2000 écoutes de moins d'un 2e épisode, je me dis, les gens n'ont pas très apprécié le premier, ils ne sont pas allés au 2e. Je vous le dis, allez écouter le balado 141B. Ça vaut vraiment la peine. Il y a un passage absolument bouleversant. Je vous avouerai que personnellement, je suis d'autant plus bouleversé que j'étais là. J'ai vu la scène. Je suis à côté de Philippe Garneau quand il décrit. Et quand j'écoute ça aujourd'hui, je ressens les mêmes émotions. Mais allez écouter ce balado-là. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. En terminant, 2 petites choses. C'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles, de vous lire, de vous répondre aussi. Fait que, j'aime ça hein, quand les gens nous écrivent pour nous dire qui ils sont, dans quel cadre ils écoutent le balado, comment ils l'ont découvert. Des fois, ils nous disent quel est le balado que vous préférez ou au contraire, quel genre de balado vous aimez moins. C'est toujours très apprécié vos commentaires. Donc, ne vous gênez pas pour nous écrire tout simplement à
baladovde@gmail.com, baladovde@gmail.com, VDE pour voyage dans l'espace. Et en terminant, le prochain balado dans 2 semaines, ce sera le 7e épisode de La conquête de l'espace, où je vous raconte l'année 1976, qui est l'année des grands rêves. À suivre donc. Merci à nos nouveaux patrons, Christian Vigé, Alain Joyal et Alban. Ce balado vous est dédié. Merci Laurent, et oui, merci à nos patrons qui nous soutiennent, ça nous fait énormément plaisir. Continuez. Voilà, et l'aventure Voyage dans l'espace va continuer également. Donc nous remercions les patrons, mais aussi toutes les personnes qui nous soutiennent sur les réseaux sociaux avec leur message toujours très attentionné. Je vous rappelle que sur Patreon, à partir de 5$, vous avez accès à tous les fascicules qui accompagnent les balados, et notamment celui-ci. Et vous avez également accès aux épisodes avec 2 semaines d'avance. Alors, si vous êtes intéressé, direction le site patreon.com et rubrique Voyage dans l'espace. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier et Laurent Runigo, avec Claude Lafleur au contenu et Dylan Baillargeon à la diffusion. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.